Admettre tout. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous avez rejoints? Oui. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Prévention des risques liés aux poussières de bois dans les magasins de bricolage. Donc, ce webinaire est organisé par le service prévention des risques professionnels de la CRAMIF. Je suis Aude Boger, j'ai le plaisir de vous accueillir. Nous accueillons à ce webinaire des représentants de magasins de bricolage d'Île-de-France, mais également d'autres régions de France, donc soyez les bienvenus. Ce webinaire est prévu pour durer 1h30 et il est enregistré. Tout d'abord, afin que chacun puisse suivre le webinaire dans les meilleures conditions, nous vous demandons de couper votre micro et d'arrêter votre vidéo. Vous pourrez bien sûr les réactiver pendant le temps des questions-réponses, plutôt à la fin. Donc, concernant les questions-réponses, du coup, il y a quelques sessions, il y a des sessions de quelques questions-réponses qui sont prévues à la fin de chaque grande partie. Nous vous invitons à poser vos questions par écrit via le chat et nous vous répondrons plus longuement à vos questions à la fin du webinaire. Donc, cette présentation sera mise à disposition sur le site de la CRAMIF dans les jours qui viennent. Je ne peux pas vous donner de délai pour l'instant. Alors, ce webinaire a été élaboré et va être animé donc par l'équipe de la CRAMIF, Pierre Auger, qui est contrôleur de sécurité dans l'antenne 94, Gauthier Blondel, contrôleur de sécurité à l'antenne 93, Sébastien Bourges, contrôleur de sécurité à l'antenne 91, Mélanie Girard qui va assurer le suivi et le relais des questions-réponses. Agnès Jeannès ne peut pas être disponible aujourd'hui. Et puis moi-même, Aude Boger, ingénieure conseil au laboratoire de toxicologie industrielle de la CRAMIF. Donc, quels sont les objectifs de ce webinaire? Donc, le premier objectif, c'est d'abord de mieux connaître les caractéristiques des poussières de bois et leurs effets sur la santé. Le deuxième objectif, c'est vous présenter les grands principes de prévention et de ventilation à mettre en œuvre. Le troisième objectif est de vous présenter des solutions techniques mises en œuvre dans les établissements. Et enfin, bien sûr, vous aider à progresser dans votre démarche de prévention du risque chimique et notamment dans le cadre du programme Risque Chimique Pro. Ce programme, initié par l'assurance maladie risque professionnel, a pour objectif de vous rendre autonome sur la prévention des risques chimiques, de permettre de réduire l'exposition des salariés aux produits chimiques et de diminuer les coûts de réparation consécutifs, en particulier aux cancers professionnels. Comment va se dérouler ce webinaire? Tout d'abord, Pierre Auger va vous présenter les caractéristiques et les effets sur la santé générés par les poussières de bois. Puis, il poursuivra avec la présentation de la démarche de prévention. Dans un troisième temps, seront abordés les moyens de prévention à mettre en place, en particulier sur les scies à panneaux. Dans cette partie, Pierre Auger sera relayé par Gauthier Blondel. Les activités annexes type nettoyage vous seront présentées par Sébastien Bourges. Et enfin, je reprendrai le micro pour vous présenter l'accompagnement réalisé par la CRAMIF et par extension par les autres caisses dans le cadre de la démarche de prévention des risques. Et bien sûr, Mélanie Girard assurera le relais des chats. Et je laisse la main donc à Pierre Auger qui va vous présenter la partie poussière de bois, un cancer et les effets sur la santé. À toi, Pierre. Merci Aude. Bonjour à tous.
Alors, tel qu'indiqué à l'instant dans le sommaire, on va commencer par évoquer des généralités sur les poussières de bois, notamment leur caractère cancérogène, et chercher à comprendre quels sont les enjeux en termes d'exposition et donc en termes de risque d'atteinte à la santé. Et puis ensuite, nous reviendrons évidemment sur le cadre réglementaire. Concernant la population exposée, pour avoir un ordre de grandeur significatif en tête, eh bien, on peut noter que l'enquête SUMER, qui signifie Surveillance médicale des expositions au risque, enquête consolidée en 2017, permet de recenser que 442 000 salariés sont exposés aux poussières de bois à l'occasion de leur activité professionnelle en France, ce qui est effectivement important. Et parmi ceux-là, 50% sont les travailleurs de la filière bois au sens large, qui sont exposés dans les métiers de transformation du bois, première et seconde transformation, généralement en établissement fixe. Et puis on a 50% de ces salariés qui sont affectés à des secteurs dits de la construction et qui, eux, sont exposés plutôt dans des situations de travail de type chantier. Les caractéristiques des poussières de bois. Donc, l'origine de ces poussières est liée aux différents procédés de travail qui sont mis en œuvre, qu'ils soient par exemple le sciage, le rabotage, le perçage ou le ponçage pour les plus courants. Mais il existe aussi des sources d'exposition qui sont liées à des activités annexes, comme on en viendra tout à l'heure, et qui sont mises en œuvre, par exemple, les activités de nettoyage ou tout ce qui a trait à la gestion des déchets. Donc, qui sont susceptibles de mettre ou de remettre en suspension des poussières et donc de générer des expositions. On note d'autant plus que la granulométrie moyenne des poussières de bois est située entre 10 et 30 microns, et certains procédés, même, tels que le ponçage, peuvent émettre des particules encore plus fines. Évidemment, plus les poussières sont fines, plus elles sont problématiques à plusieurs niveaux, notamment leur tendance à pénétrer profondément dans l'organisme et donc à avoir des effets pathogènes potentiellement graves. Alors en effet, les poussières de bois sont classées par le Centre international de recherche contre le cancer, donc dans le groupe 1, cancérogène avéré pour l'homme. Ce qui, malgré des idées reçues assez répandues, ne dépend pas du type ou de l'essence de bois. Concernant les pathologies, les maladies professionnelles reconnues au titre du tableau 47 du régime général de la sécurité sociale sont des pathologies variées à différents niveaux, tant par la voie d'exposition que par les délais de survenance ou encore leur gravité et leurs conséquences. Lorsque des poussières de bois sont émises par un procédé ou qu'elles sont remises en suspension, elles peuvent, par contact avec la peau ou avec les yeux, occasionner des atteintes cutanées, telles que des allergies ou des eczémas. Par voie respiratoire, à plutôt court ou moyen terme, elles peuvent avoir des conséquences telles que, là encore, des allergies ou de l'asthme, mais également des lésions sur les poumons. Et à plus long terme, et avec des conséquences graves potentiellement mortelles, elles peuvent induire des cancers, des fosses nasales ou des sinus. En France, les poussières de bois sont directement responsables d'environ 300 cancers par an, mais ceci est certainement sous-estimé en lien avec une probable sous-déclaration ou à défaut de lien de causalité établi entre la maladie et l'exposition professionnelle. Évidemment, la durée et l'intensité de l'exposition aux poussières de bois sont des facteurs de risque déterminants dans la survenue des pathologies. Et de ce fait, il sera déterminant de chercher à les réduire. En ce qui concerne la réglementation, généralement sur l'approche santé au travail, vous savez bien sûr que le responsable de la santé physique et mentale des salariés est l'employeur. Et il a sur cette responsabilité un objectif de résultat. Pour assumer cette responsabilité et pour atteindre cet objectif de résultat, il s'appuie notamment sur les principes généraux de prévention qui sont inscrits au Code du travail. Ils sont au nombre de 9. Ils sont listés sur cette diapositive. Vous les connaissez probablement.
Mais pour les citer, en premier lieu, éviter les risques, bien évidemment. Et en second lieu, les risques qui ne peuvent être évités, eh bien, il faut les évaluer. Les principes suivants: combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme et non l'inverse, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux, planifier la prévention, principe très large. 8e principe, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Et enfin, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Vous noterez que certains termes sont soulignés dans les principes, et même s'il n'y a pas nécessairement de hiérarchie dans ces principes de prévention, les notions de captage à la source, d'état de la technique et de protection collective sont des notions qui seront particulièrement importantes et illustrées par la suite et dans la démarche de prévention du risque lié aux poussières de bois. Suite de la réglementation sur un volet plus orienté substances CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Les travaux exposant aux poussières de bois inhalables sont considérés comme des procédés cancérogènes, comme ça a déjà été dit plusieurs fois. Effectivement, dans les termes réglementaires, ce sont bien les travaux exposant aux poussières de bois qui sont classés cancérogènes. La valeur limite d'exposition professionnelle en France est réglementaire et contraignante. Elle est fixée à 1 mg par mètre cube sur 8 heures. Les locaux de travail du bois sont des locaux à pollution spécifique, ce qui induit la mise en œuvre d'un captage spécifique du polluant à la source d'émission, au plus proche de la source d'émission, ainsi qu'un transport et un traitement selon les principes généraux de ventilation qui seront abordés ultérieurement. Au même titre qu'une ventilation générale qu'il faut assurer afin de renouveler l'air du local et éliminer la pollution résiduelle. Attention, la valeur limite d'exposition professionnelle n'est pas plus qu'un objectif minimal. Il est effectivement interdit d'exposer des salariés à un niveau supérieur à la VLEP, mais le respect de la VLEP n'est pas pour autant satisfaisant, considérant l'objectif d'atteindre le niveau d'exposition le plus bas techniquement possible. Voilà pour la réglementation. On peut poursuivre sur la démarche de prévention. Et donc, à travers cette partie, on abordera justement la démarche de prévention et quelques moyens spécifiques qui doivent permettre de réduire l'exposition des salariés. La démarche de prévention dite spécifique aux poussières de bois l'est effectivement en de nombreux points, mais n'est finalement qu'un prolongement de la démarche classique de prévention des risques professionnels. On y retrouve bien logiquement l'influence des principes généraux de prévention qui vous ont été rappelés juste avant. Ainsi, il s'agit en premier lieu d'éviter le risque et, si ce n'est pas possible, d'évaluer le risque lié aux poussières de bois. Par exemple, en utilisant l'outil CERICH, acronyme signifiant Système d'évaluation d'informations sur les risques chimiques. C'est un outil développé par l'INRS qui est téléchargeable d'ailleurs sur son site inrs.fr. C'est un outil qui permet de réaliser l'évaluation des risques chimiques au sens large et pour des situations complexes à polluants multiples notamment. C'est l'outil recommandé par notre réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Une fois cette évaluation réalisée, on note sur cette diapo des mesures techniques qui visent à maîtriser le risque à la source, notamment l'encoffrement, et également le captage à la source. Et puis, des mesures organisationnelles comme la réduction du nombre de salariés exposés, la réduction de l'intensité d'exposition ou sa durée, des mentions qui ont été faites tout à l'heure sur ces facteurs déterminants. Sur le facteur humain, la formation et l'information des salariés sont également essentielles, tout comme le port effectif des équipements de protection individuelle, en l'occurrence respiratoires, qui doivent être adaptés aux besoins et mis en œuvre en complément d'une ventilation efficace. Suite de la démarche de prévention spécifique, vous notez qu'il existe 2 types de campagnes de mesures obligatoires qui doivent être réalisées au moins annuellement.
elles sont nécessaires et tout à fait complémentaires. En premier lieu, le contrôle des dispositifs de ventilation et de captage qui permet d'assurer et de s'assurer plutôt de l'efficacité du dispositif par des mesures de vitesse d'air, par des mesures de débit ou des contrôles visuels notamment. Ils doivent permettre de détecter des sous-dimensionnements de l'installation ou des dysfonctionnements, voire un vieillissement de cette installation. On a également les mesures d'exposition qui, elles, sont des prélèvements atmosphériques réalisés en zone de travail et sur opérateur afin de connaître le niveau d'empoussièrement dans la zone et donc le niveau d'exposition du ou des salariés concernés. Cette mesure est réalisée par un laboratoire accrédité sur un temps de mesure significatif et dans des conditions de travail au plus proche de l'activité réelle. Ces deux campagnes visent à objectiver, chacune à leur manière, l'exposition au risque et à réaliser, le cas échéant, les actions correctives nécessaires. Afin d'éviter une exposition au-delà du lieu et du temps de travail, il est éventuellement très important de fournir en nombre suffisant des vêtements de travail adaptés pour lesquels il convient de mettre en œuvre un mode de nettoyage régulier afin d'éviter les expositions en dehors de la zone d'autres salariés, voire de personnes extérieures à l'entreprise. Enfin, il est important d'associer le médecin du travail en l'informant sur l'exposition des salariés aux poussières de bois afin qu'il organise ce qu'on appelle un suivi individuel renforcé, anciennement appelé surveillance médicale renforcée. Et nous arrivons déjà sur le premier temps d'échange au cours duquel vous pouvez poser vos questions, sachant qu'une grande partie reste à traiter par la suite et que seront abordées notamment des questions bien plus techniques et concrètes. Néanmoins, c'est à vous de vous exprimer. Pour le moment, il n'y a pas de questions à relayer sur le chat. N'hésitez pas. Mais c'est que c'était très clair, je pense. Moi, j'avais une question, Pierre, concernant la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc, il est indiqué qu'elle est égale à 1 mg par mètre cube d'air. Est-ce que si je suis à 0,8, du coup, est-ce que c'est bon? Alors, effectivement, bonne question. Du point de vue réglementaire, on peut considérer que c'est bon du point de vue du respect de la valeur limite d'exposition et l'interdiction de travailler au-delà. On ne doit pas en déduire néanmoins qu'on est finalement bon réglementairement, puisque concernant les substances CMR, le niveau attendu par la réglementation est le niveau le plus bas techniquement possible. Si on atteint 0,8 mg par mètre cube, mais que la technique permet d'atteindre bien moins, eh bien, on doit viser le niveau le plus bas techniquement possible. Merci. Donc, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre la suite de la présentation avec Sébastien? Non, avec moi toujours. Avec Pierre, alors. Pardon, Pierre. Pas de problème. Donc, bon, alors on reprend effectivement comme attendu en abordant maintenant ce qui sera le cœur de la présentation spécifique aux poussières de bois dans le secteur du bricolage. Donc, à savoir la question des installations fixes et plus précisément le captage des poussières de bois sur les scies à panneaux. Et ensuite, bien sûr, seront abordées la question du transport, du traitement, de la filtration et du rejet de ces poussières. Alors, le captage à la source doit être assuré en raccordant tous les équipements émettant des poussières à un dispositif d'aspiration. Concernant ces dispositifs, ils doivent permettre de maîtriser l'émission de poussière. Ils sont soit conçus et intégrés aux machines neuves, soit rajoutés ou modifiés sur des machines existantes. Les débits attendus et nécessaires sont très variables selon les types de machines. Donc, vous voyez, par exemple, pour une scie à ruban, on aura besoin globalement de 700 mètres cubes par heure,
alors que pour des machines bien plus complexes, telles que les machines à commande numérique, on peut avoir besoin jusqu'à 10 fois plus. En ce qui concerne les scies à panneaux, selon la machine, sa configuration, et notamment la conception de ses capteurs, le débit nécessaire est très variable, peut varier entre 1000 et 5000 m3 par heure selon les cas. Il est extrêmement important d'intégrer l'efficacité de captage au cahier des charges pour l'achat d'une machine neuve, au même titre que des exigences plus courantes, communes, telles que l'encombrement, le niveau sonore, la fiabilité, les modalités de maintenance, etc. Ce doit vraiment être un critère de choix à part entière. Le principe de fonctionnement d'une scie à panneau, donc vous reconnaissez bien évidemment la machine sur la photo. Son principe de fonctionnement, c'est le suivant. Donc le groupe de sciage repéré sur la diapositive est ici donc entouré en vert. Il est mobile sur son support de haut en bas et ce support est lui-même mobile de gauche à droite pour couvrir la quasi-totalité de la surface du plan de la machine, soit un minimum de 8 mètres carrés selon les modèles, voire même plus pour les machines les plus imposantes. La partie droite, donc le schéma, fait un focus en vue, c'est une représentation schématique en vue de coupe. On distingue donc le panneau qui est positionné verticalement en appui sur le plan d'appui, prévu bien sûr à cet effet, le mouvement de rotation horaire de la lame et le déplacement du groupe de sciage vers le bas qui génère du coup la découpe linéaire attendue. Et de ce fait, deux émissions de poussière. Donc en premier lieu, l'émission principale, celle qui est dirigée vers l'avant du panneau, plutôt vers l'opérateur. Et l'émission secondaire, quant à elle, vous la voyez repérée également sur le schéma, elle est dirigée vers l'arrière du panneau, à l'opposé de l'opérateur, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elle soit à négliger, bien au contraire. Et nous allons voir les principes de captage à mettre en œuvre pour maîtriser ces deux sources d'émissions de poussière. Alors, les principes fondamentaux de captage à la source qu'il faut mettre en œuvre sont les suivants. Envelopper la source d'émission, capter au plus proche de la source d'émission et tenir compte du mouvement naturel des particules. On voit ici, merci, une vue en coupe sur le groupe de sciage où le carter qui enveloppe naturellement la zone de coupe et que le captage se fait au plus près de la source tout en suivant le trait de coupe. C'est par l'exploitation du carter, initialement prévu à des fins de protection contre le risque mécanique, les risques de coupure ou de projection. Ce carter permet d'assurer un captage satisfaisant. Et le positionnement judicieux du point d'aspiration, ici, permet d'exploiter et de bénéficier du flux de projection des poussières, moyennant évidemment une vitesse d'air suffisante. Dans la plupart des cas connus dans vos activités, le captage de l'émission principale est correct sur ces principes. Les éventuels constats d'inefficacité sont rarement liés à la conception du capteur. Ils sont souvent liés à une vitesse d'air ou un débit insuffisant, un sous-dimensionnement de l'installation, une mauvaise maintenance, un remontage partiel des éléments ou la mise en œuvre de mauvaises pratiques comme le sciage de bas en haut par exemple. Voyons maintenant les mêmes principes à appliquer sur l'émission secondaire. L'illustration qui apparaît présente schématiquement donc en sa partie gauche la vue en coupe de la machine et en sa partie droite la vue de face de la machine. On repère ici donc en violet sur chacune des vues le point d'aspiration prévu pour capter les poussières issues de l'émission secondaire. Il s'agit bien du même point repéré sur deux vues différentes. Sur la forme, il s'agit d'une gouttière ouverte positionnée en partie basse de la machine et qui prétend recueillir les poussières projetées ou tombées par gravité avant d'être envoyées vers le réseau d'aspiration. Il s'agit du dispositif le plus fréquemment observé sur le terrain. La source est en quelque sorte
enveloppé, effectivement entouré en vert donc sur le schéma, enveloppé en cloisonnant ou en bâchant l'arrière de la machine. On note que l'émission secondaire ne peut pas être suivie par son capteur, tel que l'est par exemple l'émission primaire. Le point de captage ici peut se trouver à une certaine distance du point d'émission, puisque celui-ci se déplace sur toute la surface du plan d'appui. C'est pourquoi cette configuration ne permet pas de capter les poussières au plus proche de leur source, ni même d'exploiter efficacement le mouvement des particules. Pour illustrer le phénomène, dans un cas favorable, tel qu'on le voit ici, les flèches vertes, si la découpe est réalisée en partie en bas à droite de la machine, on peut, sous réserve d'une aspiration suffisante, espérer que le captage soit bon. Mais même dans ce cas, si l'on s'éloigne du point d'aspiration, ce qui sera bien évidemment le cas dans la pratique du travail réel, on perd très vite en efficacité. Il apparaît en rouge le cas le plus défavorable, où l'on est strictement à l'opposé de l'aspiration et où il n'est pas possible physiquement d'assurer le captage. Concrètement, dans cette configuration, le captage n'est efficace au mieux que dans le premier mètre de la gouttière, donc la partie en bas à droite ici sur le schéma. On peut estimer qu'au-delà d'un mètre, il est peu probable d'avoir une vitesse suffisante et que dès la moitié de la gouttière, soit la moitié de la largeur de la machine, l'aspiration est très insuffisante, voire quasiment nulle. De ce fait, on retient qu'il est techniquement parlant plus difficile de mettre en œuvre les principes de ventilation pour assurer un captage efficace de l'émission secondaire, mais l'innovation technique doit permettre d'envisager des solutions amenant à mieux envelopper la source et à s'en rapprocher pour atteindre un niveau de prévention satisfaisant. Et on vous propose juste après de voir quelques exemples de réalisation, des solutions et des possibilités techniques qui vont vous être présentées et commentées dans les diapos suivantes par Gauthier Blondil. C'est à toi, Gauthier. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'historique du développement du captage secondaire. Donc, sur cette diapositive, on peut voir que c'est un fabricant qui a incorporé le captage secondaire par une lèvre aspirante qui se déplace avec l'outil. C'est un système que nous préconisons et qui demande un débit faible, mais en revanche une aspiration en termes de puissance aspirante importante. Voilà, je tairai le nom du fabricant, mais peut-être que dans vos installations sur site, ça vous parlera. Voilà. C'est d'une manière générale une des scies à panneaux les plus efficaces du marché en termes d'exposition et de captage à la source. Et donc c'est conçu dès la fabrication. C'est un autre fabricant français donc qui a également voilà, un autre fabricant français qui a donc incorporé une aspiration secondaire avec des fentes aspirantes sur le panneau. Et on peut voir également sur ce système qu'il y a aussi une aspiration latérale. Donc ça fait 3 points de captage et donc qui favorise l'aspiration quand on coupe de manière horizontale. Voilà, qui a des performances plutôt satisfaisantes également. Donc là, on est sur une ancienne machine qui a été donc modifiée en fait. Donc historiquement, les fabricants de scies à panneaux ne développaient pas forcément d'aspiration secondaire comme on a pu le voir sur les deux diapos d'avant. Donc là, c'est des installateurs qui ont développé des systèmes secondaires pour essayer de capter le plus les émissions secondaires. Donc, sur cette diapositive, on peut voir qu'en fait, il y a 3 trémies en bas qui sont connectés donc à un réseau d'aspiration et donc qui travaillent de manière simultanée sur toute la longueur de la scie à panneau.
Donc c'est une installation en fait qui triple le débit par rapport donc à l'aspiration primaire. Et donc cela engendre des modifications importantes du réseau et de l'installation de dépoussiérage qui aspire derrière. Donc en fait, quand on a ce type de scie assez ancienne aujourd'hui, et qu'on souhaite les garder parce qu'elles sont robustes et qu'elles font un travail satisfaisant en termes de coupe, et qu'on souhaite donc développer une aspiration secondaire, il faut savoir que cela engendre donc le changement de l'installation de dépoussiérage. Voilà. Alors, pour donner un coup, simplement sur la scie à panneau, quand on développe ce type d'aspiration secondaire, on va dire sur toute la longueur de coupe, on peut budgéter entre 7 et 15 000 euros juste pour la scie, hein, en sachant qu'une scie neuve est environ 25 000 euros. Voilà. Donc ça, c'était les premières installations, hein, les premières modifications qui ont été réalisées par des fabricants. Là, on table sur une nouvelle génération d'aspiration secondaire. Donc, on voit la scie à panneau en vue arrière, hein. Donc là, on peut voir qu'en fait, sur cette scie à panneau est divisée par 4 trémies derrière, hein, et qu'en fait, l'aspiration s'ouvre de manière simultanée au niveau de la coupe, hein. Ça veut dire qu'au lieu d'aspirer sur toute la scie, et ben en fait, il n'y a que 2 panneaux qui aspirent en simultané. Donc ceci limite les débits à mettre en œuvre et puis pour capter de manière plus localisée sur l'aspiration secondaire. Voilà. Et donc généralement c'est asservi à des registres électropneumatiques, hein, qui s'ouvrent immédiatement, pas comme un registre électrique, qui demande un temps important d'ouverture. Donc voilà, sinon on capterait difficilement. Ça, c'est une nouvelle génération. C'est plutôt des prototypes, hein, que je vous présente là. Ça, c'est un prototype. En fait, au lieu de capter que sur le fond et en bas des scies à panneaux, là, un constructeur a développé, en fait, on peut dire une pieuvre aspirante, hein, qui aspire donc et sur chaque panneau, et en même temps, si vous voyez sur l'illustration, il y a des piquages sur toute la longueur de l'aspiration secondaire, donc qui permet finalement d'aspirer, on va dire, un peu plus efficacement lors de toute la longueur de la coupe, hein, et pas d'attendre la sédimentation ou de l'émission de coupe. Donc là, on capte encore un petit peu plus à la source que précédemment. Voilà, ça c'est un prototype, hein. Ça n'a pas été développé encore de manière industrielle. D'une manière générale, il n'y a qu'un fabricant en France qui a développé un brevet sur les aspirations secondaires. Et sinon, après, c'est des prototypes que chaque constructeur essaie d'adapter, sachant qu'il y a aussi beaucoup de fabricants de scies qui ne développent pas d'aspiration secondaire. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, après avoir capté donc, les poussières, il est nécessaire de les transporter. Donc, il est nécessaire de les transporter. Alors, il faut savoir que pour les transporter, il ne faut pas que ça sédimente dans le réseau, parce qu'au final, sinon, on ne capte plus de manière efficace sur l'aspiration. Et donc, on demande des vitesses d'air comprises entre 20 et 25 mètres secondes dans tous les conduits des installations. Faut savoir que dès la réglementation demande qu'on compense l'air aspiré. Donc plus on aspire des débits importants, plus l'air de compensation sera importante. Alors après, il y a aussi un point qui est très important, c'est le couple débit-pression. Hein, quand on fait un cahier des charges
de dépoussiérage, il est nécessaire de faire le calcul de perte de charge du réseau, mais il faut aussi prendre compte de la perte de charge que génèrent les scies à panneaux. Et suivant le type de scie à panneaux, en fait, la perte de charge est différente d'une scie à l'autre. Et cela peut donc changer la puissance installée de l'installation de manière significative. Donc j'attire vraiment votre attention sur et le débit à mettre en œuvre, suivant la solution technique qui sera retenue, et la perte de charge que génère la scie à panneaux, afin d'avoir une perte de charge totale de l'installation. Et après, donc, il y a la perte de charge du dépoussiéreur en plus. Donc ça, c'est des points techniques très importants. Et ce qui est généralement, on va dire, peu regardé et qui fait qu'il y a des dysfonctionnements très importants sur les installations. Et si on garde un dépoussiéreur d'une ancienne génération, qu'on modifie la scie à panneaux existante et qu'on met une aspiration secondaire, et ben, généralement, ça pose des problèmes de vitesse d'air après dans les réseaux. Voilà. Et donc, en tout et pour cause d'une exposition importante des salariés. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, on arrive au groupe aspirant, qui est généralement des dépoussiéreurs ou des cyclones. Donc c'est des groupes qui travaillent généralement en dépression. Ça veut dire que c'est le groupe qui vient, on va dire, capter les poussières et qui fait la séparation entre l'air sale et l'air propre, et qui permet après de pouvoir les mettre donc dans des systèmes de réception de déchets. Et après, les ventilateurs sont derrière ces dépoussiéreurs et pour rejeter vers donc l'air à l'extérieur. Voilà, là on voit deux types d'installations. Un cyclone haut rendement, donc là il n'y a pas de système de filtration en termes de, on va dire, de poche ou de cartouche. Là c'est simplement la force centrifuge qui sépare donc l'air et la poussière captés. Et donc un cyclone. Que je lui ai édité le bon pour Bessières sur son imprimante. Parce que j'arrive pas à le joindre sur son téléphone. Merci. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parlait. Donc là, sur les cyclones, il n'y a pas de système de filtration à proprement dit, c'est donc juste l'air qui est séparé avec la force centrifuge. Et donc, c'est des systèmes généralement qui ont des taux de rejet un petit peu plus conséquents qu'un dépoussiéreur qui, lui, donc a un système de filtration par filtre ou par cartouche. Voilà. Je vais dire de plus sur ces installations. Il faut faire une maintenance annuelle importante dessus. Regarder qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, de poche percée. Sinon, on génère des taux de rejet importants, donc de poussière CMR dans l'environnement. Voilà. Je pense que c'est bon pour moi. Je laisse la parole à Sébastien Bourges. Donc, bonjour à tous. Merci Gauthier et merci Pierre là, pour les explications. Donc là, vous l'avez bien compris, mes collègues ils vous ont montré et démontré le risque cancérogène lié aux poussières de bois et l'importance du réseau de ventilation et d'aspiration de ces poussières dans l'installation que vous avez dans vos entreprises. Alors, un autre risque qui est en lien avec les poussières de bois, ça concerne le risque ATEX. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque ATEX? Alors, il y a une petite définition que j'aime bien. C'est qu'une ATEX, en fait, ça résulte donc de la mise en suspension dans l'air d'une substance combustible. Alors, la substance combustible, on l'a, donc ce sont les poussières de bois donc, qui peuvent s'enflammer. Et elles s'enflamment dans des... Enfin, les poussières de bois se transforment de la manière suivante dans une installation de ventilation. Donc, elles sont combustibles dans des proportions telles qu'une source d'inflammation
d'énergie suffisante produit son explosion. Donc, voilà une définition simple de ce qu'on peut appeler l'ATEX et du risque ATEX qui est engendré par ces poussières de bois. Donc, dans votre installation de ventilation, il y a des organes de protection qui doivent être installés, qui doivent être mis en place, qu'on appelle des installations de protection qui sont relativement courants. Et ce qu'il faut retenir par rapport à ces dispositifs de protection, ils auront comme objectif de limiter donc, la gravité et la conséquence d'une explosion qui pourrait survenir. Alors, dans les différents matériels qu'on peut retrouver dans vos installations, vous l'avez là sur la vue d'un filtre à manche. Vous avez par exemple un clapet anti-retour qui est tout en haut à droite. Donc là, qui va permettre d'éviter la propagation et la surpression et les flammes au niveau de la réintroduction dans l'atelier où travaillent vos salariés. Donc on est bien dans un dispositif de protection. Vous avez juste en dessous l'évent de décharge. Donc là, c'est un élément qu'on peut dire élément fusible ou de faiblesse qui sera calculé pour pouvoir s'ouvrir en cas de surpression au niveau du filtre à manche. Alors, j'attire votre attention là sur l'emplacement de ces évents de décharge. Il faut bien évidemment qu'ils soient disposés de telle manière qu'il n'y ait pas de salariés qui soient situés directement à proximité de ces évents. Vous avez juste en dessous qui est représenté une écluse rotative. Donc là, c'est un élément qui est en lien et qui servira à réguler et doser les matières à transformer dans des bacs, par exemple. Et vous avez sur votre gauche un ventilateur qui est disposé en air propre. Alors, tous ces différents matériels donc, sont conformes à des normes qui vous permettent de vous assurer du respect de la réglementation ATEX et donc d'une protection efficace donc, de votre installation contre le risque d'explosion. Donc voilà en ce qui concerne les différentes définitions de ces éléments. La diapo suivante, ça concerne vos éventuelles questions que vous pouvez avoir par rapport à tout ce qui a été exposé, par rapport à l'aspect cancérogène de ces poussières, l'aspect explosif ou sur vos installations de ventilation que vous avez dans vos entreprises. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat et Mélanie fera l'intermédiaire pour présenter vos questions. Donc Mélanie, est-ce qu'il y a quelques questions? Non, pour le moment, pas de questions sur le chat. Est-ce que ça paraît clair pour vous? C'est des choses que vous retrouvez, ces éléments de protection dans vos installations ou vous n'avez pas encore évalué ces éléments? Il y a des retours d'expérience peut-être parmi les participants, peut-être dans certaines entreprises. Est-ce qu'il y a eu des explosions, des inflammations? Non? Bon, on peut passer à la suite. N'hésitez pas, hein, ça peut venir après. N'hésitez pas à marquer vos questions, on vous répondra. Donc, concernant les activités annexes, donc le nettoyage, les outils portatifs, le réseau des pressions et la gestion des déchets. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer par l'intermédiaire de quelques diapositives. Alors, concernant le nettoyage des ateliers et des machines, bien évidemment, donc on l'a vu sur l'aspect déjà cancérogène des poussières de bois. Donc, il faudra supprimer tout ce qui est usage, et ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, usage de soufflettes, et supprimer tout ce qui sera utilisation du balai.
Donc, on voit très bien sur les deux photos, hein, non, non pour les deux. Donc, c'est une source d'exposition très importante pour les salariés vis-à-vis de l'aspect notamment cancérogène de ces poussières. Donc, on verra par quoi remplacer l'utilisation de la soufflette et du balai par la suite. Diapo suivante. Donc, l'utilisation d'outils portatifs. Donc là, attention, donc ça doit faire aussi l'objet d'une évaluation de l'utilisation de ces outils par vos salariés. Est-ce que c'est nécessaire? Si c'est nécessaire, il faut vous assurer que, bien évidemment, il y ait un dispositif d'aspiration qui soit intégré. C'est-à-dire que vous pouvez raccorder un dispositif d'aspiration basse pression, par exemple, votre installation de ventilation existante de votre atelier. Mais également, il faut tenir compte d'autres points sur, bien évidemment, la présence des protecteurs mécaniques. On va éviter tout ce qui est risque de coupure et de projection. L'ergonomie et le poids du matériel qui sera utilisé. Le niveau acoustique. Ça, vous pouvez retrouver ces informations-là sur la notice de l'équipement. Et les vibrations, bien évidemment, par rapport à différents outils qui peuvent être proposés, on prendra un outil où on a un niveau de vibration qui est bien inférieur à son confrère. Donc, aspiration intégrée, c'est ce qui est important. Un système de réseau haute dépression, alors c'est ce qu'on voit généralement pour la solution pour le nettoyage. Et on peut également adjoindre quelques outils portatifs sur ce réseau. C'est une installation centralisée, donc on a différents points de captage qui peuvent être piqués sur le réseau. Et on peut connecter effectivement des dispositifs de nettoyage. On le voit sur la diapo en haut, on a un dispositif d'aspiration de type aspirateur, uniquement le manche est relié avec son connecteur au réseau. Et on peut également raccorder des outils portatifs en atelier et d'installer des boîtiers multi-énergie. Donc, on peut connecter, alimenter votre équipement et en même temps aspirer les poussières. Voilà l'utilisation d'un réseau haute dépression. Donc là, on est bien dans l'utilisation. Donc là, on évite d'utiliser la soufflette et le balai. Autre possibilité également pour le nettoyage par aspiration, un pistolet aspirant donc à gauche à effet Venturi, qui peut être raccordé au réseau d'aspiration. Et on a des dispositifs aussi qui peuvent être raccordés directement sur votre réseau d'aspiration, tel que l'image de droite où on voit effectivement un tuyau enroulé ou disposé sur son enrouleur avec son dispositif pour pouvoir aspirer les poussières au sol. Donc là, on est bien également dans la suppression du balai. On évite de remettre en suspension les poussières disposées au sol et on les aspire directement. La diapo suivante, c'est la gestion des déchets. Donc, le stockage des déchets, votre installation, on privilégie bien évidemment également l'installation de votre dispositif à l'extérieur des locaux. Donc, si c'est mal maîtrisé ou mal réalisé, ça peut représenter une source d'inhalation qui est non négligeable pour les opérateurs. Les différents moyens de stockage, c'est ce qu'on peut voir en dessous de vos dispositifs d'aspiration, tels que les filtres aspirants. Donc, on peut avoir des moyens de stockage, des contenants de type big bag, de fût, de benne. Et un petit point de vigilance sur les volumes adaptés à la quantité de déchets. Il est bien d'asservir votre installation à un niveau de poussière qui serait collectée dans le bac, qui éviterait à vos salariés d'être exposés dans le cas de manipulation du bac, par exemple. Le risque incendie-explosion, donc là on va éviter tout ce qui sera source d'inflammation au niveau de ces éléments-là.
Être vigilant sur l'accès en hauteur, donc tout ce qui pourrait être manipulation, accès en hauteur, risque de chute de hauteur et manipulation manuelle. On peut valoriser les déchets, c'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines installations aujourd'hui. Par l'utilisation d'une presse, on va générer des briquettes ou des pellets qui permettent de supprimer le risque d'exposition aux poussières et de valoriser les déchets de manière énergétique. Donc, on va pouvoir, par exemple, chauffer l'atelier. Voilà, donc merci Sébastien. Donc, je reprends la main pour vous présenter les outils disponibles et l'accompagnement que mettent en œuvre la CRAMIF et les CARSAT lors d'une démarche de prévention. Alors, les outils qui sont accessibles en ligne, ils sont divers. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur le site amelie.fr/entreprise, où là, vous pourrez retrouver une présentation de la démarche de prévention du risque chimique avec des témoignages d'entreprises et des tutoriels un tutoriel de connexion à l'espace dédié, donc au site internet Risque Chimique Pro, à la démarche de prévention Risque Chimique Pro. Vous pouvez également avoir via Internet accès à CERICH, on en a parlé tout à l'heure. Et puis également, nos collègues donc, de la CARSAT Nord-Est ont élaboré en fait le réseau CAR-Invent, qui regroupe en fait des distributeurs et des installateurs qui sont en relation en fait avec les entreprises porteuses d'un projet de ventilation. Et du coup, le département prévention des risques professionnels de la CARSAT Nord-Est anime ce réseau. Donc, il assure la formation des installateurs et des distributeurs de matériel de ventilation aux bonnes pratiques de notre réseau assurance maladie risque professionnel. Donc, sur le site en fait internet, vous pouvez retrouver une liste de professionnels donc de la ventilation qui participent à ce réseau. Vous pouvez également avoir bien évidemment accès au site INRS, donc pour avoir accès à de la documentation, des brochures, des guides de ventilation, des vidéos, des affiches, et puis également avoir accès à des formations ou auto-formations en lien avec les produits chimiques et des fiches de données de sécurité. Donc, sur la présentation, les liens sont sur chaque icône, sur chaque petit logo, des liens hypertextes sont faits afin que vous puissiez aller directement sur le site internet de ces différents sites, voilà, pour avoir un accès direct. Alors, les autres modalités d'accompagnement qui sont réalisées par la CRAMIF et la CARSAT, donc c'est bien sûr la participation à des webinaires génériques ou spécifiques qui sont proposés par le réseau, et puis bien sûr votre interlocuteur direct qui est le contrôleur de sécurité ou l'ingénieur conseil qui est en charge du suivi de votre établissement. Donc vous pouvez le contacter et il vous aidera, il vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre démarche de prévention. Vous pouvez également, via le contrôleur de sécurité ou l'ingénieur conseil en charge du suivi de votre établissement, donc avoir accès et solliciter donc l'appui technique des unités techniques. Donc, ce sont pour la CRAMIF, donc le centre de mesures physiques, de contrôle et de mesures physiques et le laboratoire de toxicologie industrielle. Et chaque CARSAT, en fait, a l'équivalent d'un centre de mesures physiques ou d'un laboratoire de chimie qui peut venir venir chez vous, dans votre établissement, pour vous proposer une aide technique. Donc, par exemple, les centres de contrôle et de mesures physiques, donc, ils vous apportent une expertise en ambiance physique, ils réalisent des mesures et vous procurent des conseils en termes de ventilation, mais également de bruit. Donc, ce qui est important quand on change les systèmes de ventilation, c'est qu'il peut y avoir aussi une modification de l'ambiance sonore. Donc, il faut prendre en compte cet aspect-là, mais également d'autres aspects des mesures physiques telles que la vibration, l'éclairage, les ambiances thermiques. Et les laboratoires de chimie, eux, en fait, ils apportent une expertise dans le domaine du risque chimique.
mais également peuvent réaliser des prélèvements et des analyses d'agents chimiques, donc, dont les poussières de bois, dans le but en fait par exemple, d'étudier un procédé particulier et voir par exemple quelles sont les phases d'exposition des salariés à leur poste de travail. Et puis bien sûr, les laboratoires de chimie apportent des conseils en prévention du risque chimique. Également, donc, il est possible aussi d'obtenir des aides financières qui sont réservées aux entreprises de moins de 200 salariés en effectif national. Alors, les formations. Donc là, à la CRAMIF, le service formation propose différentes formations en lien avec la prévention du risque chimique. Différentes formations. Donc, tout d'abord, des formations plus à destination en fait des chefs d'entreprise ou des préventeurs. Donc, la formation donc D610, piloter et manager sa démarche de prévention des risques chimiques pour les très petites entreprises. Donc, elle dure 1 jour en présentiel ou à distance selon les sessions qui sont proposées. La D0605, donc participation à une démarche de prévention des risques chimiques, donc, qui se déroule sur 3 jours, donc 2 jours plus 1 jour et qui est en présentiel. Elle a été également déployée, développée donc, pour faire une formation à distance, donc pour tenir compte en fait de l'impact de la crise sanitaire. Hein. Donc là, ce sont 3 modules à distance d'une demi-journée et 1 jour en présentiel. Et puis également des formations un peu plus ciblées donc, sur certains points du risque chimique, et notamment donc, la D0609, donc les bases de la ventilation pour le captage à la source des polluants. Donc, c'est 1 jour en présentiel. La D0615, donc, qui vous permet d'approfondir l'utilisation donc, du logiciel, enfin de l'applicatif CERICH. Donc, c'est une phase de perfectionnement. Et puis également la D1601, donc, qui est plus en lien avec la prévention des risques liés aux atmosphères explosives, qui est 2 jours en présentiel. Donc, je crois que cette session est passée. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des formations délivrées par le service formation de la CRAMIF, donc sur le lien en bas de page. Aude? Oui. Aude, tu m'entends? Oui, oui, oui. Je me permets là sur la D1601. Il y aura une autre session probablement au 2e semestre 2021. Donc, très bien. Soyez attentifs si jamais ça apparaît sur le catalogue des formations, ou manifestez-vous si vous êtes intéressé pour réaliser cette formation. D'accord, merci pour la précision, Sébastien. Alors, pour aller plus loin également, donc, on vous a mis une liste de documents donc, qui sont disponibles hein, sur Internet. Et donc, j'aurais voulu insister sur le DTE CRAMIF, le MémoPrev 273-3, magasin de bricolage et poussière de bois. Donc là, en fait, c'est un petit mémo, c'est un document en 4 pages spécifiquement rédigé à l'attention des magasins de bricolage. Donc, où en fait, ce petit document donc, qui a été réalisé par les collègues donc, vous présente en fait de manière complète mais résumée en fait les situations d'exposition aux poussières de bois lorsqu'on est dans un magasin de bricolage, mais également en fait les mesures de prévention qui sont listées en 15 points. Donc je vous invite vivement à aller sur le site de la CRAMIF pour télécharger ce document et avoir ce petit mémo. Voilà. Il est possible qu'on vous l'ait déjà communiqué, que les collègues vous l'aient déjà communiqué, mais voilà, c'est un document de référence en tout cas à la CRAMIF.
Et donc, vous avez aussi toute une série en fait de documents, donc notamment des documents donc produits par les CARSAT, notamment la CAR Invente, et puis aussi un document donc produit par la CARSAT Alsace-Moselle, établir un devis de ventilation pertinent, donc les 4 exigences minimales de prévention, et puis également toute une série de documents donc produits par l'INRS, voilà, concernant les poussières de bois et les dispositifs de ventilation qui peuvent être mis en œuvre, par exemple sur les scies à panneaux. Donc là, vous pourrez en prendre connaissance une fois que la présentation sera mise en ligne sur les sites internet. Et puis, vous pouvez également consulter donc, le site de l'OPPBTP qui fait aussi un point sur les poussières de bois. Alors du coup, eh bien, nous arrivons à la fin de cette présentation et eh bien du coup, c'est la dernière ligne droite pour poser des questions. Donc, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, n'hésitez pas à envoyer vos questions par chat. Hein. Il suffit que le premier se lance et puis après, les questions vont fuser, donc vraiment n'hésitez pas. On a la chance de ne pas être finalement trop nombreux, donc du coup, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous poser vos questions. Donc, on a une bonne demi-heure pour y répondre. Donc, je vous invite à le faire. Du coup, je vais en poser une, peut-être que ça fera venir les questions suivantes. Est-ce que l'utilisation d'un aspirateur industriel peut faire l'affaire? Est-ce que ça peut être OK dans le cas des poussières de bois pour réaliser tout ce qui est nettoyage? Je prends la parole. Alors, concernant et puis peut-être que Gauthier, tu pourras compléter si besoin. Concernant l'utilisation d'un aspirateur industriel, alors il y a différents types d'aspirateurs. Il y a on va dire les aspirateurs standards et il y a des aspirateurs avec différentes classes, L, M et H. Donc si votre aspirateur, il n'est pas utilisé dans une zone que vous avez identifiée ATEX, vous pouvez utiliser un aspirateur de type M et le mieux, c'est de type H. Ça, c'est en fonction de votre évaluation des risques. Si l'équipement que vous utilisez n'est pas utilisé dans une atmosphère ATEX, donc ça peut être un aspirateur de type M ou de type H. Concernant les aspirateurs, ces aspirateurs font référence à une directive machine, c'est la 2006-42-CE, qui précise par le biais du fabricant que dans son exploitation normale, l'aspirateur ne va pas enflammer une ATEX au cœur même de l'appareil. Merci Sébastien. Que je peux me permettre un petit mot complémentaire, Sébastien? Vas-y. Du coup, on cherchera quand même à réserver l'usage de l'aspirateur à certaines situations ponctuelles ou situations sur un lieu de travail non fixe. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on privilégiera bien évidemment la connexion de tout appareil émissif, y compris les appareils électroportatifs, à une installation fixe. On peut noter notamment l'utilisation d'un aspirateur, même s'il est de bonne classe et qu'il a un niveau de filtration tout à fait satisfaisant. À un moment, on va être obligé d'ouvrir le sac d'ouvrir l'aspirateur pour en changer le sac, et ça sera nécessairement une activité émissive. Donc, en réalité, l'aspirateur à utiliser au mieux sur chantier uniquement, mais pas en établissement fixe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aude, est-ce que notre public a la possibilité de poser ses questions à l'issue de cette sensibilisation?
Oui, effectivement, vous pourrez poser les questions. Alors, je vais vous donner une adresse qui s'appelle, au pluriel, Risque Chimique Pro, donc Risque Chimique Pro tout attaché. Alors, point cramif @assurance-maladie.fr. Alors, attendez, je vais vous l'afficher parce que là, du coup, Je dans discussion je peut-être. ne l'ai pas en tête. Je vais la retrouver. Moi, j'ai une toute petite question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, allez-y. Super. J'aurais voulu savoir au niveau de la protection du masque pour les collaborateurs dans un magasin de bricolage. Est-ce qu'un masque FFP2 pour les poussières de bois, ça suffit? Alors, qui répond? Alors, merci pour la question. On orientera plus volontiers sur du FFP3, hein, qui aura une bien meilleure protection active du salarié. Toujours est-il, je pense bien que vous avez entendu tout à l'heure qu'il est nécessaire que le masque arrive en complément d'une ventilation efficace. Mais bon, pour répondre clairement à votre question, effectivement, on orientera sur du FFP3. Oui, oui, bien sûr. C'était en plus de la ventilation. Parce que dans les magasins de bricolage, j'ai pu observer certains collaborateurs qui ne portent, malgré qu'il y ait la ventilation, que le masque chirurgical, puisqu'ils ont une interaction avec le client. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient, vous savez, des masques double flux avec des cartouches et ils ne pouvaient plus. En fait, ils étaient en train de jongler entre je renseigne mon client avec le masque chirurgical et je remets ma protection avec la découpe. Et donc, c'est pour ça que je vous posais cette question si le masque FFP2 ou donc P3 était réglementaire, quoi. Vous pouvez les protéger en plus de, bien entendu, de la filtration. De toute façon, on n'a jamais tort en visant le niveau de protection le plus important. Après, il est vrai, vous faites bien de le soulever, que l'effet Covid a justement produit son effet et on a tendance à jongler, comme vous le dites, entre le masque chirurgical qui est là pour effectivement maîtriser le risque biologique et en contact avec les collègues ou avec la clientèle. Bon, néanmoins, le risque poussière de bois doit être bien pris je dirais, à sa juste valeur au moment où on retourne à l'activité émissive. Ok, super, merci. Et j'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec la poussière de bois, mais vous allez peut-être pouvoir m'enseigner. C'est sur la découpe. Comment je peux avoir le taux de décibels dans une découpe d'un grand magasin? Alors, vous voulez dire en anticipation par rapport à l'acquisition d'une machine ou par rapport à une situation déjà Par existante? rapport à une situation actuelle. Alors, ben, il y a plusieurs solutions, je dirais, en fonction aussi d'un niveau de précision attendu. Mais vous pouvez vous tourner, par exemple, comme c'était dit tout à l'heure, vers la Cramif ou vers la CARSAT en l'occurrence, pour éventuellement demander, voir s'il est possible de faire intervenir le centre de mesure physique qui pourra faire des mesures. Vous avez aussi pertinemment un service de santé au travail qui doit pouvoir vous orienter sur ces sujets, soit en ayant ses compétences en interne, c'est généralement le cas. Et puis Ouais. après, s'il s'agit d'avoir un niveau, je dirais, une première idée, il y a des dispositifs qui permettent de prendre des mesures pour, je dirais, objectiver. Mais après, forcément, vous n'aurez pas de mesures extrêmement fiables et précises en utilisant du matériel grand public, si j'ose dire. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, vous aurez noté dans la diapositive pour aller plus loin un webinaire qui se tiendra donc demain après-midi, même heure, je crois.
et donc qui sera un petit peu plus large sur les questions liées aux activités menuiserie. Donc, si aujourd'hui on était spécifiquement dédié dans le discours aux activités bricolage, en fait, des coupes de bois à l'utilisation de scie à panneaux, demain seront abordées les questions, effectivement, encore une fois de scie à panneaux, mais bien plus brièvement, et l'ensemble des machines et des procédés communément rencontrés dans les menuiseries. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, j'avais une question concernant en fait un devis. Donc, j'ai un devis pour renouveler ma scie à panneaux, pour renouveler mon installation de ventilation. Est-ce que c'est possible de faire appel à la CRAMIF ou à la CARSAT pour qu'ils me conseillent en fait par rapport à ce devis-là? Gauthier, est-ce que tu veux répondre? Ouais, je veux bien. On peut toujours faire appel à la CARSAT ou à la CRAMIF pour un avis technique. Après, sur les devis de ventilation, j'ai envie de dire qu'il est toujours nécessaire d'aller sur place pour quand même se rendre compte des possibilités techniques et de l'installation, pour savoir qu'est-ce qui va être réellement mis en place et dans quelle configuration, parce que la configuration d'une installation de ventilation est toujours unique et un avis sur pièce, c'est toujours délicat en ventilation. Alors, il y a des grands principes dans les devis, il y a des items qu'on demande qui doivent être très précis sur l'engagement des fournisseurs et sur les solutions apportées sur les installations de dépoussiérage de bois. Mais je pense qu'une visite sur site est toujours nécessaire pour surtout pas se planter. Ça, je pense que, voilà, quand on fait une demande pour une aide technique, un avis sur pièce, effectivement, c'est intéressant pour voir certains points qui seraient manquants, mais il me paraît nécessaire quand même d'aller toujours sur place faire une visite. Voilà. Il faut que je détaille ce qu'on demande dans les devis ou pas? Pourquoi pas? Comme tu veux. Ouais, si tu penses que c'est intéressant à préciser. Donc, ce qu'on demande dans les devis, généralement, c'est un schéma de l'installation. Ce qu'on demande, c'est un engagement sur les vitesses d'air attendues dans les réseaux, les débits. Et ce qu'on demande aussi, c'est avoir donc un dossier technique avec les certificats de conformité et les valeurs de référence à la mise en route, pour savoir quelles étaient les vitesses d'air dans les réseaux. Voilà principalement ce qu'on demande. Dans les réseaux, tu l'avais rappelé, c'est bien entre 20 et 25 mètres secondes? Voilà, c'est ça. Alors bon, après, de manière plus générale, sans parler des poussières de bois, on peut descendre à 18 mètres secondes et on peut monter jusqu'à 28 mètres secondes, mais ça dépend ça c'est pour d'autres installations, mais pour les poussières de bois, c'est compris entre 20 et 25, en sachant qu'une installation de dépoussiérage, c'est pas une installation qui est fixe. En fait, à son origine, le dépoussière n'est pas encrassé, donc il délivre plus de débit. Et au bout de 2-3 mois d'utilisation, le dépoussiéreur s'est encrassé et donc là, il atteint un autre palier. Et donc, généralement, quand on vient contrôler une installation, il ne faut pas la contrôler, on va dire, direct à sa mise en route, parce qu'on peut atteindre des débits corrects et puis 2-3 mois après, on peut redescendre sur des débits beaucoup plus faibles. Donc, il faut toujours attendre 2 mois d'utilisation pour avoir une idée des débits qui vont perdurer pendant quelques temps. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, c'est très bien. Et si du coup, Gauthier, si on voit visuellement un dépôt de poussière dans la canalisation en elle-même, ça veut dire que la vitesse n'est pas adaptée? Alors,
Alors c'est vrai qu'il peut avoir des jonctions, des trappes de visite après des coudes. Et c'est vrai que là, on peut s'apercevoir dans ces trappes de visite, bon, c'est pas tout le temps, hein. Ou alors sinon, quand on tape sur le réseau, on peut entendre que c'est sourd. Donc effectivement, il y a de la sédimentation. Cette sédimentation, donc, elle a plusieurs effets négatifs. C'est que on monte en masse dans les réseaux. Ça veut dire que les supportages de réseau peuvent lâcher, et donc là, on peut avoir un accident grave sur un salarié parce qu'un réseau de 1 tonne lui tombe dessus, hein. Ça pourrait arriver parce que la sédimentation est telle du réseau que, en fait, les supports lâchent parce qu'ils sont pas tenus pour tenir cette masse. Et sur l'exposition, eh ben effectivement, plus on diminue la section aspirante, effectivement, plus le débit est faible, hein. Donc, il suffit pas de prendre qu'une mesure de vitesse d'air, en fait, parce qu'en fait, on peut prendre une vitesse et puis en fait, on se rend compte qu'on est à 20 mètres secondes, mais en fait, on se rend pas compte qu'on est sédimenté. Donc, en fait, il y a des règles pour faire des vitesses d'air, hein. Il faut pas prendre qu'un point. En fait, il faut faire tout le parcours du réseau et faire une moyenne de vitesse, hein. Et là, on pourrait s'apercevoir effectivement qu'on a un problème. Et moins on a de débit et moins on a de vitesse, et plus on sédimente et plus on expose les salariés. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours une visite annuelle, hein, au minimum, des installations de dépoussiérage pour détecter ce type de problème. Aude, Oui. je viens de me rendre compte, enfin, on vient de me le dire, le chat n'est pas disponible. Ah, d'accord. Très bien. Alors, J'ai deux ça questions, va? si vous me permettez. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, Oui, pardon. Je voulais savoir s'il existait un cahier des charges un peu standard qui permettrait de couvrir, même s'il faut ajuster la configuration des locaux, au moins 80% des besoins. Et c'est pareil pour le contrat de maintenance. Est-ce qu'il y a une liste d'opérations un peu standardisée à opérer sur chaque installation, quel que soit le type d'équipement, en plus des préconisations constructeurs, bien sûr? Parce que souvent, c'est compliqué, hein. Sur la partie contrat de maintenance, on peut avoir un peu tout et n'importe quoi proposé par un prestataire. Et pareil pour le cahier des charges. Pour un commerçant indépendant, c'est un peu compliqué aussi à vérifier que c'est bien, ça correspondra bien aux besoins au final. Et donc, il peut aussi avoir pas assez ou trop d'équipements, trop d'une installation trop onéreuse. alors, je vais revenir là-dessus, sur cette question. Moi, je veux bien répondre sur le cahier des charges. Oui, il existe un cahier des charges, et bien évidemment de dépoussiérage sur les installations de poussière de bois, en partie sur les ED d'INRS, hein. Alors, c'est vrai que c'est des documents qui sont un petit peu lourds, hein, dans le sens où ils sont assez épais. Donc, quelque chose de plus restreint, on pourrait vous le fournir si vous le souhaitez. À titre personnel, j'ai fait un cahier des charges un peu plus light que je mets dans les courriers de visite. Et pour le cahier des charges de maintenance, j'ai pas de document. J'ai pas connaissance d'un document synthétique. À part effectivement les notices d'utilisation et des constructeurs. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose à construire. Merci. Il y a quelques points de vigilance quand même à avoir là dans le cahier des charges par rapport à votre installation. C'est notamment vis-à-vis du dépoussiéreur, dont il doit être situé à l'extérieur. Donc ça, c'est un point important. Proscrire l'installation à l'intérieur de l'atelier, donc ça, on ne doit pas en trouver, hein. On est vraiment sur l'installation du dépoussiéreur à l'extérieur.
Le rejet de l'air après la filtration, il doit s'effectuer également à l'extérieur des locaux de travail. On ne doit pas avoir de réintroduction de cet air empoussiéré dans les locaux de travail. Faire attention aussi à la disposition de ce rejet, qu'il ne soit pas placé à proximité d'une ouverture, d'un ouvrant, d'une fenêtre, par exemple. En cas de courant d'air, voilà, vous avez la réintroduction des poussières dans l'atelier. L'intervention pour la vidange des récipients de collecte de poussière, ça aussi, ça doit être conditionné à l'arrêt systématique de l'installation. Parce que le risque ATEX est notamment présent, hein, surtout lors du décolmatage des filtres à manche. Il ne faut pas modifier la fréquence et le paramétrage du décolmatage, hein, parce qu'un temps plus long entre deux décolmatages, ça augmenterait la quantité de poussière dans le filtre. Et puis, ces récipients de collecte, ils doivent être vidangés régulièrement. Alors, à vous de voir peut-être dans un cahier des charges, avoir un détecteur, pourquoi pas, de niveau, et puis d'arrêt de l'installation quand vous arrivez à ce niveau-là. Donc, idéalement, le remplissage, il doit se faire aux 2/3. Et effectivement, ça devrait empêcher le démarrage de la machine qui est connectée au réseau d'aspiration. Donc voilà, il y a des points essentiels qui peuvent être intégrés effectivement à un cahier des charges et dans votre évaluation du risque, hein, aussi bien pour la protection respiratoire des salariés que pour le risque ATEX. Il faut prendre les deux en considération. Alors, je peux vous indiquer également une référence d'un ED de l'INRS, a priori version plus synthétique que celle que tu as évoquée, Gauthier, tout à l'heure, qui était une aide à la rédaction de cahiers des charges assez généraliste vis-à-vis de la ventilation d'une manière globale. Donc, je vous invite à noter ED 6100, donc téléchargeable sur le site de l'INRS et qui s'intitule « Installation d'aspiration de poussière de bois sur les scies à panneaux des enseignes de bricolage, aide à la rédaction d'un cahier des charges ». Il me semble que c'est exactement ce que vous cherchiez par votre question, monsieur. Il y a une question sur le chat, maintenant qu'il est opérationnel. Pour les magasins qui font peu de découpes, est-ce que vous rencontrez des problèmes pour l'installation de systèmes tels que ceux qu'on attend dans le DTE, ou alors est-ce que les magasins préfèrent se tourner vers un arrêt de l'activité de découpe? Qui veut bien répondre? Alors, les pieds dans le plat, c'est une question pour les animateurs, hein. Oui. On est d'accord. Donc, c'est les choix stratégiques de chaque entreprise, je dirais. Effectivement, devant les enjeux que représentent les poussières de bois, on a parlé des différents risques de maladies professionnelles, on a parlé des dimensions de risque d'explosion. Lorsqu'il y a des niveaux à respecter, je dirais réglementairement, ça représente forcément des efforts et notamment des coûts importants. Et on a vu tout à l'heure que le premier des principes généraux de prévention, c'est d'éviter le risque. Alors effectivement, en arrêtant la découpe, eh bien, on arrête de générer des poussières de bois, donc on supprime l'exposition. D'un point de vue prévention, c'est effectivement ce qui se fait de plus efficace. Il est tout à fait entendu que dans un souci de pérennité de l'entreprise, de satisfaction du client, ça peut être négatif pour une entreprise de supprimer cette activité. Et dans le cas où du coup on choisit de continuer à la mettre en œuvre, eh bien, il faut chercher à la mettre en œuvre de la manière la plus sécurisée possible, de la manière la plus performante possible. Pour des enseignes, je ne sais pas de quel type d'entreprise ou de quelle enseigne provient la personne qui a posé la question. Il est évident que pour des grandes enseignes bien connues nationalement, il n'est pas question de supprimer ce service qui est fortement attendu par les clients, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une activité fortement rentable, même si elle est
elle est facturée, mais je ne crois pas que ce soit la rentabilité qui motive la poursuite de cette activité. C'est bien le fait de garder des clients en satisfaisant à leurs besoins de réaliser des coupes de premier niveau. Pour les magasins, bien répondu à la question ou pas? oui, a priori oui, et on t'en remercie. Pour les magasins qui ne pourraient pas mettre de système d'aspiration à l'extérieur, comment faire? Je veux bien répondre. Donc, si vous êtes dans l'impossibilité de mettre un dépoussiéreur à l'extérieur, on va vous demander de le mettre dans un local spécifique coupe-feu 2 heures et avec une ventilation générale de ce local. Et le rejet, en revanche, doit se faire à l'extérieur des locaux. Après se pose le problème de l'évent d'explosion. Donc, soit vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur, mais vous pouvez mettre une gaine de décharge qui permet de sortir la surpression à l'extérieur. Soit vous êtes dans l'obligation de mettre un évent indoor coupe-flamme avec un volume spécifique de votre local permettant de casser la flamme en cas d'ouverture. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Dites-moi. C'est très clair, Gauthier. C'est marqué, c'est presque clair, du coup. C'est presque clair. Alors, qu'est-ce qui est presque? Parce que je veux bien préciser. Dites-moi qu'est-ce qui est presque clair. N'hésitez pas à prendre la parole. Ouais, vous prenez la parole, ouais. Non, mais c'est clair. Ce qui est clair, c'est que c'est pas simple. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut toujours une visite pour se donner une idée de la configuration des installations de dépoussiérage qui sont d'une manière générale assez uniques. Et avec un avis sur pièce, c'est toujours compliqué de se rendre compte de la configuration. Bon, aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de solutions techniques. Alors, c'est vrai, plus ou moins onéreuses, mais il y a toujours possibilité de faire. Après, c'est sûr, il faut créer un local spécifique avec une contrainte de ventilation générale supplémentaire, d'accès avec une porte coupe-feu pour pouvoir aller chercher les déchets, la gaine des vents qu'il faut mettre à l'extérieur et le rejet de l'air filtré à l'extérieur. Ça, on ne peut pas y couper. Et vraiment, si on est en sous-sol dans la région parisienne où on a mis un dépoussiéreur et on n'a aucune autre possibilité que de mettre un évent indoor, effectivement, c'est la seule solution. Par contre, si vous avez vraiment aucune possibilité de mettre la gaine de rejet d'air à l'extérieur, ce qu'on va vous demander, c'est on va pas laisser ça en l'état. Je pense qu'on va vous demander une filtration absolue, et ça va générer des puissances installées supplémentaires. Donc voilà, votre installation sera en termes de pièces détachées onéreuse et en termes de coûts en puissance consommée et installée plus onéreuse. On peut toujours faire, mais après, ça dépend des sous qu'on met, ou alors après, sinon, on arrête l'activité, s'il y a vraiment zéro possibilité. Et après, si vous êtes une entreprise de moins de 200 salariés, il y a toujours des aides possibles. Cela dit, je ne suis pas sûr que la CRAMIF aidera s'il n'y a pas une solution de rejet vers l'extérieur.
Y a-t-il encore des questions? Par chat ou à l'oral? Moi, j'aurais une question sur est-ce qu'il faut un dossier d'installation en fait? Et qu'est-ce que c'est? Personne ne veut Bon, répondre, alors c'est moi qui... chers collègues. Si, je vais répondre. Un dossier d'installation, c'est un dossier avec tous les certificats de conformité de l'installation, qu'ils soient CE et ATEX. C'est les pièces détachées, c'est la notice pour le changement des pièces et c'est les valeurs de référence prise de mesure à la mise en service. Voilà un dossier d'installation. Il faut savoir que ce dossier d'installation, c'est aussi réglementaire, hein, c'est dans les registres de sécurité des entreprises. Hein. Il y a un onglet ventilation, hein, désenfumage et ventilation. Donc, c'est quelque chose de réglementaire qu'il faut suivre annuellement, la vérification des installations de ventilation. Voilà, donc il y a l'onglet ventilation dans le registre de sécurité. Après, si vous avez d'autres systèmes, faut faire un dossier d'installation des installations de ventilation de votre entreprise, donc spécifique avec tous les systèmes de ventilation. Et après, il y a les dossiers de chaque installation, les notices d'utilisation que les fournisseurs vous doivent. On retrouve le schéma de principe dedans, Gauthier, hein? On peut, mais c'est pas une obligation, le schéma de principe, hein, je crois pas. Hein. Alors, d'une installation, généralement, il y a le schéma, mais après, c'est souvent les notices d'utilisation avec les schémas de démontage des pièces. Hein. Mais ça arrive que dans une installation, il y a aussi les schémas. Pour les très bons installateurs, il y a toujours un schéma. Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la maintenance périodique des équipements. Ouais. Ça, c'est un point important. Alors, ouais. Bien, y a-t-il encore une... Oui, vas-y Gauthier, tu voulais compléter? Oui, alors suivant les systèmes de dépoussiérage, donc il y a la maintenance périodique, ça dépend aussi un peu de l'utilisation des installations, parce que plus on utilise l'installation, plus les médias s'usent, et donc plus il faut changer les médias, mais après il y a des installations, elles peuvent tenir 4 ans hein, sur les médias, mais après il y a d'autres points à regarder, hein, c'est pour ça qu'il faut passer tous les ans, hein, comme le graissage des paliers, et puis même voir les dysfonctionnements, mais c'est vrai qu'il y a des systèmes de dépoussiérage qui, en tout cas pour les médias filtrants, peuvent tenir extrêmement longtemps suivant le taux d'utilisation de ces installations. Dans la notice du constructeur, il y a les prescriptions hein, qui sont précisées aussi. Sur le temps d'utilisation ? Oui, tout ce qui peut être prescription concernant la maintenance en fonction de l'utilisation, du temps, etc. Ouais. Y a-t-il encore une dernière question? Sinon, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Pas de dernière question. Aude, est-ce que tu as, oui. Tu as affiché la... Oui, normalement, j'ai envoyé. Est-ce que c'est parti? Vous l'avez vu? Tu l'as envoyé où? Ah ben, sur le chat. L'adresse. Avec la... Elle est sur le chat. Ouais. Okay. J'ai mis sur le chat également le lien vers le dé que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Ok, bien ce webinaire prend fin. Du coup, nous vous remercions pour votre participation. Donc, pour toute question complémentaire, donc n'hésitez pas à envoyer la question sur l'adresse risque chimique pro au pluriel.cramif@assurance-maladie.fr ou également prendre contact, bien sûr, avec l'agent du service prévention qui suit votre établissement. Cette présentation sera mise à disposition donc, sur le site internet de la CRAMIF dans les prochains jours
Et un mail sera adressé à l'ensemble des participants présents au webinaire, donc pour leur, avec un lien donc vers le webinaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain webinaire risque chimique organisé par la CRAMIF, donc prévu le 18 mai demain, donc concernant poussière de bois et menuiserie. Et puis également les 16 et 18 juin, donc il y a des webinaires qui sont à destination des entreprises du secteur des BTP sur les thématiques de la silice cristalline, donc pour le 16 juin matin, et du plomb pour le 18 juin matin. Donc, nous vous remercions pour votre participation et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Merci beaucoup et à bientôt.